voulais quand même commencer par ce jardin dans lequel on est arrivé. Alors, le nom du jardin, c'est le même nom que la place, c'est-à-dire Jardin d'Arcy, place d'Arcy, D-A-R-C-Y. Alors, je ne sais pas si ce nom vous parle ou non, mais il s'agit en fait d'un ingénieur hydraulique qui est de Dijon, qui a beaucoup œuvré notamment sur le développement du chemin de fer, hein, la PLM, Paris-Lyon Méditerranée, qui passait par Dijon, et c'est aussi comme ça d'ailleurs que la ville s'est énormément développée au Dijon. Une sorte de terrasse, hein, cette terrasse que vous voyez, derrière se profile un monument un petit peu en hauteur, c'est l'entrée du réservoir d'Arcy, c'est sous cette terrasse qui en fait est un immense. Et donc ce réservoir aujourd'hui il n'est plus utilisé comme tel, hein, vous imaginez qu'on ne l'utilise plus pour l'eau potable, mais par contre, on stocke dans une petite partie du réservoir les eaux de pluie. Vous touchez un mot rapide sur cette sculpture. Alors, le nom doit peut-être vous parler, c'est François Pompon. Alors, j'allais dire malheureusement, l'original n'est pas là, mais elle est chez les Parisiens, elle est au musée d'Orsay, hein, ça doit vous parler, l'ours Pompon. Alors, François Pompon, il est originaire de Bourgogne, il n'est pas de Dijon, il est de Saulieu, on est dans le Morvan, hein, et c'est vrai qu'il a commencé à être connu sur le tard. Cette place, comme vous voyez, ça a toujours été une place d'arrivée dans la ville. Alors au Moyen-Âge, il faut essayer d'imaginer que vous étiez dans les champs. On était vraiment à l'extérieur de la ville ici. Ça faisait même partie de l'abbaye Saint-Bénigne qui est devenue la cathédrale, aujourd'hui qui est un petit peu plus bas, hein, derrière. Pour le coup, les routes de Paris, de Sens, de Troyes arrivaient par là. Donc c'est une des raisons pour laquelle on retrouvait d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge beaucoup d'auberges par ici. Et traditionnellement, des hôtels se sont installés, et notamment un hôtel à la fin du Moyen-Âge, on est au XVIe, c'est l'hôtel de la Cloche qui se situait au début de la rue de la Liberté à gauche, devenu trop petit, il a carrément racheté le pâté de maison, c'est pour ça qu'il se situe derrière. Aujourd'hui, le grand hôtel de la Cloche, c'est le gros pâté de maison que vous voyez, donc aujourd'hui c'est notre, on va dire, hôtel référence. Oui, c'est le seul 5 étoiles. Alors, un autre bâtiment, vous l'avez repéré, c'est ici donc le Darcy Palace. C'était l'ancien nom du cinéma qui s'appelle aujourd'hui tout simplement le Darcy. D'ailleurs, vous le voyez au-dessus de la rose, hein, sur le fronton, il est noté DP. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-haut. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale un soldat un kino, hein, ici, un cinéma de propagande, hein, pour les Allemands notamment. Il a servi pour ça. Parce que j'ai vu à l'arrivée à la gare, là, il y a une plaque comme quoi il y a beaucoup de Français qui ont été déportés. Oui, depuis la gare de Dijon, voilà, exactement, il y en a eu pas mal. Là, en fait, il s'était installé aussi la commandature allemande était en partie à Dijon, mais aussi sur la route des Grands Crus. Notamment, ils étaient sur Pomard, notamment. La Grande Vadrouille, c'est vrai qu'on Non, mais c'est vrai, vous avez raison, en somme. On pense à la Grande Vadrouille, mais c'est un cliché qui est vrai, finalement. Il était installé sur la route des Vins, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déportations depuis la gare de Dijon. Bon, et bien sûr, on ouvre grand les yeux puisqu'on arrive. Là, on est hors des murs. Là, on est. Alors, non, parce que les murs au Moyen-Âge étaient à l'espace du tram, ici. C'est la même histoire que Paris, c'est-à-dire que les murailles ont été détruites pour pouvoir construire des boulevards autour du centre-ville. Alors, c'est le baron Haussmann, bien sûr, ici, ça a été fait au fur et à mesure du 19e, bien après les travaux à Paris, hein, mais on retrouve quand même, quand vous regardez les bâtiments autour, un style un peu haussmannien. Hein. On ne peut pas y échapper, on est au 19e quand toute la place va être refaite, hein, ça y fait quand même un petit peu penser, dans la conception en tout cas des bâtiments. Et cette porte que vous voyez, alors c'est une porte symbolique qui est très récente, on va dire, dans l'histoire, puisqu'elle date de 1788. Elle était dédiée au gouverneur de Bourgogne, le prince de Condé. Seulement, vous imaginez qu'un an plus tard, on n'a pas envie d'avoir la porte d'entrée de la ville qui s'appelle Porte de Condé. Hein. Bon, vous comprenez aisément pourquoi. C'est la raison pour laquelle elle va être débaptisée et renommée Porte Guillaume, du nom de Guillaume de Volpiano, qui a été l'architecte majeur de la cathédrale en l'an 1000. Et on surnomme aujourd'hui donc cette porte la Porte Guillaume. Mais on a quand même gardé les hauts-reliefs que vous voyez donc deux de ce côté et deux de l'autre qui racontent les faits notamment de la vie du prince de Condé qui ont été gardés ici. Il y a une référence également alors sur le piédestal gauche de l'autre côté à Thomas Jefferson. Vous savez quand il a fait son tour, c'est-à-dire son tour du monde, n'importe quoi, son tour de France hein, notamment. Et quand il est passé par ici, ça a été noté sur la porte. Donc, c'est pour rappeler aussi que symboliquement, on entre dans Dijon. Alors, ça n'a pas la fonction d'un arc de triomphe, hein, mais tout simplement d'une porte, comme on l'expliquait à l'instant, avec les portes Saint-Denis à Paris ou porte Saint-Martin. On disait. Alors, c'est vrai que cette rue qui est juste derrière, c'est la rue de la Liberté, c'est la grande rue Dijonais. Si vous êtes de vrais Dijonais et vous intégrez là-dedans, il faut dire rue de la Libe. Et non, ça ne marche pas.
Bon, je voulais quand même m'arrêter sur cette place à plusieurs visages, on va dire. Donc, déjà, la première chose, revenir sur un contexte. Alors, vous ne le voyez pas avec les travaux, mais il y avait le nom de la plaque de la rue. Ça, c'est la rue du Château. Quand on arrive ici, on se dit, bon, le château, il ressemble plus à un parking aujourd'hui, mais vous êtes en fait sur l'emplacement de l'ancien château de Dijon qui a été construit à la fin du XVe siècle par le roi de France Louis XI, quand les troupes françaises ont récupéré la Bourgogne et l'ont rattachée au royaume de France. Tout ça, on reviendra dessus pour le côté historique tout à l'heure avec Philippe Lebon qui vous expliquera tout ça. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'en fait, on va construire un château qui va devenir un peu la Bastille dijonnaise, c'est-à-dire qui va devenir à la Révolution le symbole, comme à Paris plus ou moins. Bon, on sait que l'histoire de la Bastille est un peu compliquée, mais pour le coup, le symbole royal. C'est une des raisons pour laquelle, au fur et à mesure du 19e, ce château va être détruit et qu'on se retrouve avec un espace immense, pas très loin du centre-ville. On décide donc de construire le grand hôtel des Postes que vous avez devant vous. On est même au début du 20e. À ce moment-là, c'est pour ça que vous retrouvez un petit peu différents styles architecturaux. C'est le moment de l'art nouveau qui va enchaîner après sur l'art déco. Là, on est un mix, en fait, je dirais, sur ce bâtiment parce que on peut pas dire que ce bâtiment, ça soit l'art nouveau. On est plutôt sur un style beaux-arts, je dirais. Par contre, derrière, en effet, vous avez un bâtiment avec les toits en pagode qui sont un peu japonisants, on va dire ici, où là, on est clairement sur de l'art nouveau. Mais, sur l'art déco, pardon, mais pour le coup, c'est le même architecte, l'un et l'autre. C'est Auguste Perrault, ouais. Ça pourrait paraître étonnant, mais c'est le même architecte, on est dans les années 1905, à ce moment-là. Donc, télégraphe, poste, téléphone, vous voyez encore la grande tour du télégraphe qui est ici. La poste n'occupe plus que le bas aujourd'hui. Alors, des parties de ce monument sont classées, notamment la cour intérieure avec un puits, malheureusement, nous, on n'y a pas accès. Et la partie haute, c'est celle qui est en train d'être transformée en un hôtel. Là-bas, vous voyez, là où sont attroupés les jeunes, il y a une sculpture d'art contemporain. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est lié vraiment à cette inscription UNESCO du centre-ville. La ville s'est engagée à décorer le centre-ville avec de l'art contemporain. Ils ont fait intervenir une artiste qui s'appelle Gloria Wittmann, qui est allemande, qui est ici à Dijon, et qui a réalisé deux sculptures différentes. Donc celle-ci, c'est le lien entre l'homme et le temps. Alors vous voyez qu'on a la Terre qui est représentée. Alors, on ne le voit pas d'ici, mais il y a plusieurs horloges avec les heures de différents pays, différentes villes, on va dire. Mais au-dessus de la Terre, l'homme se pose sur la Terre comme si on en était les maîtres. Seulement, regardez ce qu'il a dans les yeux, une horloge. Ça nous rappelle en fait notre mortalité, on va dire, notre côté éphémère, on va dire. Donc le message qui est transmis ici n'est pas forcément que positif. En gros, on vous dit, rappelez-vous qu'on va tous crever. Voilà, c'est un peu l'idée. L'horloge tourne, exactement, l'heure tourne. Mais on a donc cette première sculpture et la deuxième qui est plus le lien entre l'homme et la nature qu'on retrouvera sur la place François. Alors, Grangier, cette place s'appelle aujourd'hui place Grangier, c'était des grands donateurs de la ville au 19e. Ils ont été des collectionneurs d'art notamment. Ils ont fait don de toute leur collection, d'une grosse partie de leur fortune également à la ville, notamment pour la reconstruction d'une aile de l'hôpital où se trouve aujourd'hui la Cité de la Gastronomie et pour remercier les donateurs. Donc cette place a été nommée en leur nom. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils ne se retournent pas dans la tombe en voyant ce parking, comme vous voyez ici, qui n'est pas forcément très joyeux. Mais pour le coup, le parking est là et ça a un peu sauvé nos halles. Parce que les halles, à la place des halles, devaient être construites parking. Ça va vous rappeler un peu l'histoire des halles de Paris. Puisqu'on en parler, vous êtes en fait sur l'emplacement de l'ancienne église des Dominicains. Dominicains ou Jacobins, c'est la même chose, c'est juste que le couvent dominicain s'étant installé à Paris, aidez-moi, rue Saint-Jacques, on a commencé à les appeler les Jacobins. Donc c'est pour ça que les Dominicains Jacobins, c'est le même ordre, mais il s'était installé également ici à Dijon, une église immense, seulement arrivée à la Révolution française, cette église va bien sûr être démantelée pierre par pierre. Donc là encore, on se retrouve avec un espace immense, donc on va rassembler les marchés de la ville à partir de 1802, on va les appeler les marchés du Nord, ici. Parce qu'on est un peu sur le nord de la ville, le nord étant dans cette direction. Mais c'est en 1873 que le maire de la ville, Auguste Perdry, décide de leur mettre un toit sur la tête à ces marchés du Nord et de construire ces halles sur le modèle des halles Baltard de Paris. Alors, il fait intervenir les architectes de la ville, Ballard et Weinberger,
qui vont lui construire ces halles. On va faire le reste de l'explication à l'intérieur, mais juste quand même que vous puissiez jeter un coup d'œil. Hein. On est typiquement sur le modèle des halles Baltar. Ce qui est intéressant, on peut peut-être avoir une image, attendez, que je la retrouve pour vous. C'est en quelle année, là, vous dites? 1873. Vues du ciel, elles sont assez étonnantes. Alors, ça c'est moi, hein, c'est mon interprétation, mais regardez à quoi elles ressemblent. Je vous rappelle qu'elles sont construites sur une ancienne église. Oui, Hein. Bon, c'est quand même étonnant. On a presque l'impression de revoir une croix latine hein, ici. Oui. Alors bon, quand on y réfléchit, on se dit oui, c'est normal, c'est 4 pavillons qui sont construits. Bon, voilà, Ouais. ça a une logique. Mais est-ce que l'architecte a voulu laisser un lien ou pas avec ça? À voir. En tout cas, on peut se poser légitimement la question. Voilà pour ces halles. Mais j'aimerais quand même vous en toucher un petit mot, notamment d'une personne qui est née ici à Dijon, qui est ultra mondialement célèbre, et c'est le seul endroit où je peux un petit peu vous en parler pour pouvoir vous évoquer sa vie, notamment. Je vous laisse le suspense, hein, je vais vous en parler à l'intérieur. Le mardi ou le vendredi, samedi, donc tous les stands bien sûr sont occupés. Vous avez des stands de partout dehors et ça va jusqu'à la place François Rude. Donc vous avez en tout de 145 étals hein, qui peuvent s'installer. J'ai d'ailleurs repéré, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut dire un étal, des étaux également pour voir ici. On peut dire des étals et des étaux. Il y a une réforme. Il y a la réforme. Il y a un festival. Ça marcherait aussi. Alors, comme je vous le disais, c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un personnage central ici à Dijon, qui est né à Dijon, qui est ultra mondialement célèbre, mais qui n'est pas vraiment mis en avant dans sa ville natale. Vous avez une idée comme ça de but en blanc de qui je peux vous parler? Là, on est en 1873. Ça peut... la structure. À la structure. En effet, c'est Gustave Eiffel. Et c'est vrai qu'en fait, il y a très peu de personnes qui savent qu'il est né à Dijon. Gustave. C'est vrai que Gustave Eiffel, je reviens rapidement sur sa vie. Déjà, ses grands-parents étaient originaires d'Allemagne. Ils s'appelaient Bonnickhausen et ils ont ensuite vécu à Paris. C'est là où les parents de Gustave vont se rencontrer. On l'appelle Gustave à Dijon, c'est un peu notre pote, hein, vous imaginez. Donc, les parents de Gustave se rencontrent à Paris puis viennent s'installer dans la région dijonnaise. Et là, ils vont faire fortune, notamment sur le transport de la houille et du charbon sur les canaux de Bourgogne qui viennent tout juste d'ouvrir dans les années 1830. Donc la famille va s'embourgeoiser, tant et si bien que le petit Gustave est censé partir à Paris faire Polytechnique. Mais il va échouer à l'oral. Oui. Bon, il va à l'oral. Ouais. Bon, il va se réfugier sur Centrale, hein, donc c'est pas si mal aussi. Hein, bon, il dirait. Échoué à l'oral, alors que c'est Mais pour le coup, c'est vrai que il se découvre une passion pour la métallurgie. Et c'est là où il part travailler avec son oncle et il devient petit à petit ingénieur principal pour la construction du pont ferroviaire à Bordeaux. C'est sa première œuvre, hein, il a 26 ans à peine. Pont qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs sur la Garonne à Bordeaux. Et puis ensuite, tout se développe pour lui. Tout va très bien pour notre Gustave Bonnickhausen. On arrive en 1870, guerre contre la Prusse. Quand vous appelez Gustave Bonnickhausen et que vous êtes français, tout ça pour dire qu'il va prendre le nom de la région de ses grands-parents en Allemagne, la région du Eifel. Vous savez, c'est une région qui est à cheval sur la Belgique et sur la Ruhr, sur la NRV, sur la Nordrhein-Westphalie, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et pour le coup, il va franciser ce nom en rajoutant un deuxième F. Ça sonne un peu plus français, Gustave Eiffel. Jusqu'à là, tout se développe pour lui, tout va très bien pour lui dans sa vie, jusqu'à l'année de sa consécration, 1889, où il construit ce truc pointu, là, vous savez, que vous avez à Paris, qui fait un peu de lumière là, de temps en temps. Là. Et on va le démolir. Voilà, on va démolir. Bon, voilà pour l'exposition universelle. Les Américains le connaissent bien parce que c'est quand même lui qui a fait l'ossature de la Statue de la Liberté. Oui. En fait, c'est surtout pour ça qu'ils le connaissent en plus même de la Tour Eiffel. Alors, il l'a fait avec Bartholdi, bien entendu, mais c'est quand même aussi pour ça qu'il est connu aux États-Unis. Pourquoi la Côte d'Or? Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant, même pour des Français parfois. On se dit, mais pourquoi la côte? En fait, vous avez compris, c'est lié à la côte viticole. Il se trouve qu'en fait, beaucoup pensent, et beaucoup de côtes d'Oriens et même de Dijonnais se disent que Côte d'Or, c'est parce que les vignes se parent d'une couleur dorée à l'automne. C'est pas ça en fait. Hein. Côte d'Or, c'est le diminutif de coteau d'Orient. Le coteau de vigne qui est tourné à l'est. Coteau d'Orient, pouf, vous le rétrécissez, ça fait Côte d'Or. Pour le coup, si on avait appelé le département en fonction de la géographie ou de l'hydrographie, on l'aurait appelé en fonction des deux grandes rivières qui coulent dedans, dans ce département. C'est là où je vous laisse la parole, main sur le buzzer. Quels sont les deux grands cours d'eau qui coulent en Côte d'Or, d'après vous? Alors, il y en a un, vous devriez le connaître. La Seine. Exactement. La Seine. On a les sources de la Seine au nord de Dijon. Alors, Lyon, non, coule pas en Côte d'Or.
Alors l'autre, elle fait la délimitation avec la Franche-Comté, plus ou moins la délimitation naturelle. Une grande rivière qui par contre part en direction de la Méditerranée. C'est pas le Doubs, non. C'est pas le Doubs en Côte d'Or, c'est la Saône. Ah, là, c'est Exactement. évidemment. Bien joué. Donc on aurait dû appeler le département normalement Seine-et-Saône. Mais Seine-et-Saône, on a l'impression d'être dans le 93, hein, ça ne donne pas envie. Alors, Côte d'Or, c'est plus poétique. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venus. Seine-et-Saône, vous auriez jamais mis les pieds Ouais, ici. non, mais non, alors, non. vous auriez dit, oh, on a ce qu'il faut à côté, c'est bon. Ouais. Allez, pour terminer, juste là sur votre droite, là on est au 16e hein, ici, et c'est vrai que ça peut paraître assez étonnant. On aurait plutôt tendance à dire que c'est baroque ou rococo. En fait, pas du tout. Là, vous êtes dans la Renaissance, qu'on appelle la Renaissance bourguignonne, si vous voulez. C'est Hugues Sambin, donc, qui est un architecte de Besançon et qui va en fait revoir toute la façade de cet hôtel particulier. Le chou bourguignon, venez voir. J'aurais tendance à dire ça. Autour des fenêtres, vous voyez, on retrouve énormément de motifs végétaux Oui. et ce qui peuvent faire penser, alors c'est ce qu'on a appelé en tout cas au 16e le chou bourguignon, ça fait penser à des tout petits choux, si vous voulez, alors même ça ressemble plus à des pommes, à des poires ou des glands selon moi, mais c'est ce qu'on appelle en architecture là, le chou bourguignon, et ça c'est typique du 16e ici en Bourgogne. Bon. Et pour le coup, les fenêtres latérales, donc les toutes petites fenêtres, en dessous vous avez 3 flèches, je ne sais pas si vous voyez à gauche, et autour de ces flèches vous avez des, on va dire des agréments hein, ici qui ressemblent à ce qu'on appelle le scorpion. Ah oui. En fait, ça c'est la signature d'Hugues Sambin. Dès que vous voyez ça quelque part, c'est Hugues Sambin. S-A-M-B-I-N. Sambin. S-A-M-B-I-N, d'accord. Sambin, voilà. Et il a réalisé alors à Dole beaucoup de choses. Il a fait un dôme sur la collégiale, il a fait un peu pour le palais de justice, il a fait sur Beaune aussi, mais ça n'existe plus aujourd'hui, et sur Dijon plusieurs édifices également. Donc on le retrouve pas mal en Bourgogne. Et Franche-Comté, bien sûr, parce qu'il est franc-comtois à la base. Mais c'est vrai que c'est très, selon moi, voire trop riche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une façade comme ça chez moi. C'est plus simple. Elle a quand même une vie. C'est vrai. Alors, c'était pas vraiment des forges comme on les entend, c'était des forges pour faire des éperons et des couteaux ici. En fait, on appelait ça des forges aussi à partir du Moyen-Âge, mais c'était alors les éperons pour poser le pied à cheval quand on montait à cheval. Les éperons qui pouvaient être parfois en or, parfois en argent hein, ici, puisque c'était la rue où passait le duc, puisqu'on accède ici au palais ducal, il est juste derrière. Donc, les forgerons à couteau et à éperons s'étaient installés dans cette rue, d'où le nom de rue pour travailler les métaux. Mais ce n'était pas des grandes forges comme on imagine avec beaucoup de bruit, etc. C'était plutôt discret. Et en fait, ça a toujours été des quartiers artisans ici et des quartiers notamment liés aux travaux et énormément liés aux draps. On avait beaucoup de marchands drapiers à Dijon. On comprendra tout à l'heure avec l'histoire. C'est vrai que certains s'intéressent plus au métier que d'autres parmi vous, mais pour le coup, il se trouve que la Bourgogne avait un lien tout particulier avec la Flandre. Et donc énormément de tisserands, énormément de personnes qui travaillaient les draperies ici. Vous avez quitté Simon, vous retrouvez désormais le duc Philippe le Bon, n'est-ce pas? Grand-duc de Bourgogne, duc de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, comte de Hollande, de Zélande, de Frise, seigneur en ces terres de Bourgogne. C'est tout? C'est tout, en effet, mais c'est déjà pas mal. Qu'avez-vous pour vous, monsieur? N'est-ce pas? Beaucoup moins, je pense. Mais vous saurez que c'est en cette ville que je suis né en l'an de grâce 1396. Je reviens parfois et j'ai appris les rudiments de votre langage actuel pour vous faire découvrir ce qu'était ma ville jadis. Hein. Il y avait déjà des pavés. Ceux-ci sont beaucoup plus récents, mais vous imaginez bien sûr une rigole centrale qui permettait d'évacuer les déchets, qui a donné naissance à l'expression tenir le haut du pavé. En fonction
de son rang social, on marchait plus ou moins loin de la rigole. Autant vous dire que je marchais en haut et vous plutôt en bas, je pense. Mais tout cela pour dire que c'est également via cette rigole centrale que tous les déchets étaient évacués. Il fallait donc ouvrir la fenêtre le matin et crier très fort « Gare à l'eau !» pour jeter le pot de chambre de la nuit, car il n'y avait pas de latrine dans la plupart des maisons médiévales. Et lorsque l'on entendait gare à l'eau, il valait mieux se carapater. Hein. Bon. Toutefois, une dernière chose, en me réveillant ce matin, hein, j'ai vu des changements notables, et notamment ces petits numéros qui n'existaient pas à mon époque. Hein. Les rues étaient beaucoup plus petites afin de faciliter le travail du collecteur d'impôts. Mais c'est un certain, le nom m'échappe, Napoléon, je crois, hein, qui les aurait ajoutés au cours de votre 19e siècle. À mon époque, les rues étaient plus courtes et donc plusieurs rues existaient. Celle qui est aujourd'hui la rue des Forges était alors divisée en deux, rue des Forges et rue Devers Notre-Dame. Notre-Dame étant le nom de l'église qui se trouve derrière vous. Transition parfaite, allons la voir, jeunes gens. Allez, prenez le pas du Luc. Il a la... Ce que vous voyez au sol, il s'agit d'un parcours qui a été initié par votre office de tourisme en 2001 qui permet de visiter la ville en autonomie. Il s'arrête à des plaques comme celle-ci avec des explications qui vous permettent ensuite de comprendre les choses de la ville. Mais c'est bien sûr encore plus intéressant que de la visiter avec Philippe. Bon, tout cela pour dire que ces parcours, ces flèches portent le sceau de l'animal que vous retrouvez ici. Très petit, hein. Il s'agit peut-être du mannequin piece de Dijon, voyez-vous, hein, mais surtout cette chouette est assez étrange. Son histoire ancestrale, mais personne ne sait ce qu'elle fait là. Laissez-moi rapidement revenir sur la tradition de l'animal en tant que tel. Animal vénéré dans l'Antiquité, symbole de la déesse Athéna, symbole de clairvoyance, mais également de sagesse. Toutefois, au Moyen-Âge, nous en avions extrêmement peur de la chouette, pour plusieurs raisons. Elle niche dans des endroits qui sont difficiles d'accès, ne chasse que la nuit. Il y a des légendes qui racontent que la chouette pourrait boire le sang des enfants lorsqu'ils sont endormis, n'est-ce pas? Nous en avions donc extrêmement peur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous la retrouvez ici. Car aujourd'hui encore, en l'an de grâce 2024, personne ne sait ce qu'elle fait là. Il y a bien sûr plusieurs traditions. La légende raconte qu'il s'agirait de la signature de l'architecte et maître d'œuvre de l'église, un certain Monsieur Chouet. Seulement, l'architecte est du XIIIe, la chouette, elle, est de mon époque, du XVe. Voyez-vous, il y a presque 200 ans d'écart, étrange. Ce qui paraîtrait le plus logique, et vous allez comprendre qu'il s'agit de la version que je préfère, il ne s'agirait pas vraiment d'une chouette, mais plutôt d'un hibou. Regardez les aigrettes situées ici, typiques des hiboux. Pas n'importe quel hibou, le grand-duc, enfin, messieurs, dames, le grand-duc, vous l'avez en chair et en os devant vous. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est ici, hein, cette sculpture. Car juste derrière se trouvait la chapelle payée par mon chambellan. Et il a peut-être voulu me rendre hommage à moi, Philippe le Bon, grand-duc de Bourgogne, c'est ainsi qu'on l'en appelait à l'époque. Bon, cela n'explique pas pourquoi vous devez la caresser. Tout cela pour dire que cette chouette que vous voyez aujourd'hui, j'ai compris ce matin en me réveillant que la légende est de venir la caresser avec la main gauche. Pourquoi? Tout d'abord, il faut comprendre qu'au XVIIe, visiblement, un fantôme rôdait autour de l'église. C'est la raison pour laquelle les paroissiens seraient venus avec leur main gauche, qui est la main du cœur, toucher ce symbole de mort pour souhaiter la mort du fantôme. La main droite étant libre, cela permettait de faire le signe de croix pour être sûr que le fantôme ne vienne pas vous hanter. Peu de temps après, les étudiants de la ville, pour passer leur, comment dites-vous, exams, auraient décidé de venir se porter chance et toucher également l'animal de la main gauche. Le signe de croix était banni, nous ne le faisons plus. Hein. Simplement la toucher pour se porter chance. Et dès lors, depuis le XVIIe, XVIIIe, tout le monde passe par cette rue pour venir caresser la chouette et se porter chance. On m'a expliqué qu'un homme aurait tenté de la récupérer pour lui en 2001, un vandale avec un marteau et un burin. C'est la raison pour laquelle elle a été extrêmement abîmée ici, et qu'elle a cette sale tronche d'ailleurs aujourd'hui. Mais surtout, regardez, on m'a expliqué également que depuis 2001, alors qu'elle avait été vandalisée,
Des personnes la surveillent, mais j'ai du mal à comprendre comment, car elles sont censées être dans cette chose ronde au-dessus de votre tête, hein, voyez-vous. Alors, elles doivent être tassées à l'intérieur, mais depuis qu'il y a cela, en effet, la chouette n'a subi aucun dommage. Vous êtes actuellement rue de la Chouette. Cette panéterie que vous appelez boulangerie était la boulangerie de la Chouette. Tout s'appelle la Chouette quelque chose. Car Dijon est une ville très chouette. C'est vous qui le dites. Salamandre qui elle aussi date du 15e. Rien à voir avec votre roi François Ier. Hein, c'est bien avant. Mais on dit que la salamandre pourrait vous manger votre vœu. C'est la raison pour laquelle il ne vaut mieux pas passer dans ce sens ou alors tourner l'huile d'eau pour être sûr que votre vœu se réalise. Mais allez, Mettez vos mains, et vous, mettez vos mains. Oh, pas de malheur, s'il vous plaît. Voilà. vous êtes typiquement sur le modèle des maisons à pans de bois que l'on construisait ici en Bourgogne. Contrairement aux usages, hein, vous le savez probablement, mais ce type de maison n'est pas typique d'une région, mais plutôt d'une période. Hein. On les retrouvait de partout dans le royaume, et même plus loin. Mais ce qui est intéressant sur cette maison, c'est qu'elle est restée dans son jus. Alors, vous pouvez voir quand les différentes parties en bois, le mourdi notamment a été refait. Hein. Il s'agissait plutôt de chaux notamment. Là, vous voyez, c'est de la brique qui a été ajoutée. C'est beaucoup plus récent. Cela a à peine 200 ans. Pour le reste, la structure en elle-même date du XVe siècle. Mais ce qui est intéressant sur cette maison, imaginez qu'à mon époque, on produisait à l'intérieur. Il fallait donc vendre à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous avez ces avancées de pierre. Sur ces avancées de pierre, on descendait le volet en bois qui fermait, à vrai dire, la fenêtre pendant la nuit. Et c'est sur ce volet que l'on disposait la marchandise que l'on allait vendre. Et vous autres, les gens de passage, veniez choisir sur le volet la meilleure marchandise possible. Il fallait donc la trier sur le volet. Voilà. L'expression que vous connaissez aujourd'hui vient de là probablement. Une autre expression, voyez-vous, ces grandes verrières permettaient à la lumière d'entrer à l'intérieur. Seulement, à mon époque, interdiction formelle de travailler à la bougie. Je l'avais fait interdire dans tout mon duché. Car une maison à pans de bois, des étoffes à l'intérieur, des toits très souvent en chaume, vous imaginez le risque d'incendie pour une ville comme Dijon. C'est la raison pour laquelle la bougie était interdite le soir, hein, du moins pour le travail. Mais certains le faisaient quand même. Ils fermaient les volets et travaillaient à la bougie. Et lorsqu'ils entendaient ma milice, mes gens d'armes passer, ils soufflaient la bougie pour mieux la rallumer. C'est ce que l'on a appelé dès le Moyen-Âge faire du travail au noir. On travaillait littéralement dans le noir. Hein, exactement. En attendant, c'est vrai que cette maison est passée de main en main et aujourd'hui, c'est la famille Liotet qui le possède. Ils l'ont transformée en une petite boutique d'objets artisanaux et en un superbe restaurant à l'étage. Hein, leur spécialité étant ici les œufs en meurette, hein, une spécialité bourguignonne, là encore. Des œufs avec une sauce, des œufs pochés avec une sauce au vin rouge, des petits lardons. Rajoutez-moi un petit verre de Gevrey-Chambertin et là, c'est l'osmose. Hein. Mais au lieu de se délecter de ce genre de mets, nous allons plutôt nous délecter de paroles, d'histoire, d'architecture. Allons voir désormais le palais. En route, mauvaise route. Vous voyez que je tiens fièrement avec ma main, hein, n'est-ce pas, l'ordre de la toison d'or, justice. Ce sceptre représente ma force en tant que duc de Bourgogne. Nous aurons l'occasion d'en reparler une fois que nous serons à l'intérieur du palais. C'est le jeune Bouchard hein, qui a réalisé ma copie, comme vous pouvez le voir, mais le lieu n'a pas été pensé au hasard, car vous êtes devant le logis ducal que je vais faire construire. Quant à cette tour, elle porte mon nom, encore aujourd'hui, la tour Philippe le Bon, qui domine le centre-ville du haut de ses 46 mètres. Mais un petit mot rapide sur ce qui était jadis le palais. Vous êtes dans le fossé de l'ancien castrum gallo-romain. Mais ce castrum gallo-romain qui était fortifié va lui aussi évoluer, perdre ses murailles pour devenir des murailles plus importantes, comme vous en avez parlé précédemment. Bon, tout cela pour dire que les ducs capétiens avaient comme ville principale l'endroit où ils se faisaient inhumer, l'abbaye de Cîteaux. Ils avaient toutefois un pied à terre ici, un palais capétien, une petite bicoque comme la mienne, comme vous voyez ici, un chalet. Bon, tout cela pour dire que des ducs capétiens, il ne nous reste plus rien aujourd'hui dans le centre-ville de Dijon.
Tout cela pour dire que j'ai voulu construire plus haut que mon père. Hein, lui était à 29 mètres, moi à 46 mètres. Petit syndrome d'Oedipe, maintenant que j'y pense, mais bon. Tout cela pour dire que la tour paraît bien grande par rapport au palais. Imaginez-vous un palais beaucoup plus haut. Malheureusement, je l'ai appris ce matin en me réveillant, une grande partie a brûlé au cours du XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle il a été reconstruit plus bas. Mais il atteignait la hauteur totale de la tour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle paraît beaucoup plus grande. Nous la surnommions tour de la terrasse, car au fur et à mesure des siècles, la partie la plus ancienne est devant vous. C'est cette tour, la tour de mon grand-père, tour de Bar. C'est là où je vais faire enfermer l'un de mes pires ennemis, le duc de Bar, qui a également plusieurs titres. Le roi de Jérusalem, le roi René, qui m'avait un des pires. Mais donc je vais faire enfermer ici pendant presque 5 ans. À mon époque, si vous étiez duc, comte ou roi, vous pouviez vous faire remplacer au cachot par vos propres enfants. Il ne s'est pas gêné puisque ses enfants de 5 et 7 ans l'ont remplacé pendant presque 2 ans. Les belles traditions. François Ier l'a fait aussi. Bon, il en avait 12, il n'était pas à deux près, vous direz non. En attendant, elle porte aujourd'hui le nom de Tour de Bar, lié à ce duc de Bar qui a résidé, si l'on peut dire. Ensuite, mes cuisines, juste derrière vous, qui elles datent des années 1420-1430. Il ne reste plus qu'une partie, car vous marchez actuellement dans ma paneterie et ma pâtisserie. Juste derrière ces murs se trouve encore la rôtisserie qui, elle, n'a pas bougé depuis le début du XVe siècle. On imagine fort aisément un patio central avec un puits dans lequel les petites mains venaient puiser l'eau. Il y avait entre 15 à 20 enfants qui travaillaient dans ces cuisines pour puiser l'eau, pour écailler les volailles, non, écailler les poissons et plumer les volailles, c'est mieux dans ce sens, et qui donc travaillaient aisément pour moi. Le logis ducal et la tour, nous en avons à l'instant parlé, vous le voyez déborder avec ce pignon. La suite, bonjour, bonjour, bienvenue chez moi, bonjour. Et donc, cette grande galerie que vous voyez juste ici, c'est la galerie de Bellegarde, là-bas. Elle a été ajoutée au XVIe. Viennent ensuite les constructions du XVIIe et du XVIIIe, le grand palais des États qui va venir s'imbriquer dans le palais des ducs de Bourgogne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez deux palais imbriqués l'un dans l'autre. Le palais des ducs, 14e, 15e, et le palais des États, 17e, 18e. Vous retrouvez cette aile du 18e, l'aile en retour derrière vous, qui est également du 18e, derrière les cuisines. Et la partie la plus récente est celle-ci, l'aile du 19e, qui a été ajoutée pour accueillir les collections du musée des Beaux-Arts. Ah pardon, j'ai oublié de vous parler de la statue, grand Dieu, excusez-moi. Le sculpteur officiel de mon grand-père, Klaus Slüter, qui lui a réalisé le tombeau que nous verrons une fois à l'intérieur du musée. Il provenait des Pays-Bas, de la ville de Haarlem, et il est vrai qu'aujourd'hui, il ne nous reste que très peu d'œuvres de Slüter. Le cénotaphe, que l'on appelle tombeau par habitude, mais également le fameux puits de Moïse, qui se trouve dans l'ancienne nécropole des ducs valois de Bourgogne, qui se trouve à Champmol, à quelques encablures du centre-ville. Bonjour mesdames. Alors, ben ça y est, il va falloir que seulement 6 ans après le Louvre. Tout cela pour dire que pour donner une sorte de référence à ces étudiants qui venaient étudier ici, les noms des plus célèbres bourguignons ont été inscrits sur une frise. Ils montrent alors toutes les sciences et techniques qui ont pu être issues de notre belle Bourgogne. Vous repérez Vauban pour l'architecture, Monge pour les mathématiques, Piton le Banreau, un grand chimiste, Rameau pour la musique, Dumont pour la peinture, Bossuet pour la méthodologie, pour la romance, Piron pour la poésie. Mais étant donné qu'on manque la carte que vous voyez ici montre les possessions bourguignonnes à la mort de mon fils, Charles le Téméraire, en 1477. La Bourgogne était immense, elle partait des Pays-Bas et descendait jusqu'à la Bourgogne actuelle. Une grande bande de terre centrale ainsi qui traversait toute l'Europe. Mais pour pouvoir comprendre cela, revenons en 987, lorsque Hugues Capet est nommé à Paris roi de France. Il instaure une nouvelle dynastie depuis Paris, celle des rois capétiens. N'ayant pas le temps de gérer tout son royaume, et ainsi que l'ordre féodal était créé, eh bien, le duché de Bourgogne a été donné à des ducs capétiens, qui régnaient dans le duché au nom du roi de France.
13 ducs capétiens vont se succéder depuis la fin du Xe siècle jusqu'en 1361. Et c'est là où l'histoire devient intéressante pour nous. 1361, le duc de l'époque s'appelle Philippe de Rouvre. Il n'a que 15 ans. Il avait été marié quand il avait 11 ans à Marguerite de Flandre, qui elle n'en avait que 5. Un beau mariage d'amour, hein, comme vous imaginez. Seulement, ils n'ont pas eu le temps de procréer, puisque Philippe de Rouvre va mourir de la peste à l'âge de 15 ans. Nous nous retrouvons donc dans une impasse dynastique qui va devenir le futur duc de Bourgogne. C'est ainsi que le duché et la comté de Bourgogne, qui était gérée par Philippe de Rouvre, repassent aux mains du roi à Paris. Seulement le roi à Paris en 1361 a changé. Nous ne sommes plus sous la dynastie des rois capétiens, mais sous la branche cadette, celle des rois valois. Le roi de l'époque à Paris s'appelle Jean II. On le surnomme Jean II le Bon. Il a 4 fils et se dit, quitte à placer un nouveau duc, autant placer la famille. Et c'est ainsi que mon grand-père va devenir le premier duc valois de Bourgogne. Philippe, dit Philippe le Hardi. Mon grand-père, rapidement, va se marier avec Marguerite de Flandre, la veuve de celui qui était mort de la peste, jusqu'à ce que la Flandre va entrer dans le giron des ducs de Bourgogne. Mais rappelez-vous, notre duc, Philippe le Hardi, a pour père le roi de France. Lorsque son père meurt, c'est son grand frère, Charles V, qui deviendra roi. Les Parisiens, vous connaissez bien, c'est celui qui vous a créé le château de Vincennes, le Louvre également, mais les bases de la bibliothèque de France aussi. Une fois que son grand frère, Charles V, meurt, c'est son neveu, Charles VI, qui deviendra roi. Je vous explique cela pour que vous puissiez comprendre en quoi les ducs de Bourgogne ont toujours été liés à la dynastie française, car nous étions très proches des rois de France, c'était la même famille intime. Le problème, c'est que quand son neveu Charles VI devient roi, il n'a qu'une dizaine d'années. Il est incapable de gérer le royaume tout seul. Il lui faut donc un régent. Mon grand-père va gentiment se proposer de prendre cette place de régent pour devenir le numéro 2 de l'immense royaume de France. Lorsque mon grand-père meurt, c'est mon père, Jean sans peur, qui va prendre la suite. Alors, il est vrai que la partie de la vie de mon père est un petit peu plus complexe, dirons-nous. Mais il se trouve que mon père, rappelez-vous, avait pour cousin le roi de France, Charles VI désormais. Seulement Charles VI a grandi entre-temps. Il a la majorité, mais il est devenu fou. On le surnomme Charles VI le fou, des excès de démence, il a tué ses propres chevaliers, bref. Tout cela pour dire que c'est le petit frère du roi, Louis d'Orléans, qui veut prendre la place de régent désormais. Mon père également voulait cette place. Vous imaginez que cela va créer quelques vives tensions. Au-delà de vives tensions, cela va créer une guerre civile dans tout le royaume de France, opposant le parti de mon père qu'on surnomme les Bourguignons au parti du frère du roi qu'on surnomme les Armagnacs. Une guerre civile qui va aboutir en 1407 à l'assassinat par le duc Jean sans peur de Louis d'Orléans en plein Paris. Si je résume la situation, le roi de France vient de perdre son petit frère assassiné par son cousin. Les repas de Noël devaient être sympathiques. C'est ainsi que le roi de France se range du côté armagnac, jusqu'à ce que l'on décide d'organiser des pourparlers. Ils auront lieu dans la ville de Montereau, en actuelle Seine-et-Marne, si cela vous parle. C'est là où Lyon rejoint la Seine. Pour ces pourparlers, vous avez le roi de France, Charles VI, qui vient avec son fils, le futur Charles VII, le petit Charles, tout le monde s'appelait pareil à l'époque. Et de l'autre côté, vous avez mon père, Jean sans peur, qui arrive avec une petite troupe. Seulement, il ne s'agit pas vraiment de pourparler, mais plutôt d'un guet-apens. Et mon père va se faire, à son tour, assassiner. Ou du moins, devrais-je dire comme ça, car c'est un coup de hache qui s'est pris en pleine poire. Bon. Tout cela pour dire que, à ce moment-là, le deuxième duc de Bourgogne va malheureusement mourir. Est-ce que ça va jusqu'à là? Vous arrivez quand même à suivre? Courage, il ne vous reste plus que 2 ducs. Et c'est le moment le plus important, car c'est là où j'entre en scène. Nous sommes en 1419, mon père s'est fait lâchement assassiner par les Français. C'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vêtu de noir. Toute ma vie durant, j'ai porté le deuil de l'assassinat de mon père par les Français. J'ai donc une certaine colère, voyez-vous, contre les Armagnacs et surtout le roi de France. C'est ainsi qu'en arrivant en tant que duc de Bourgogne à 23 ans seulement, je décide instantanément d'entrer en guerre contre les Français.
Mais je ne vais pas le faire de manière si frontale. Je vais faire une chose bien plus terrible à l'époque. Je vais m'allier aux pires ennemis des Français. Les Anglois, les Anglais, exactement. Je suis obligé de vous faire une petite parenthèse avec quelques dates et quelques noms, comme s'il n'y en avait pas assez jusqu'à là. Mais que se passe-t-il à ce moment-là, quand je décide de m'allier aux Anglais? Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Les Français et les Anglais sont déjà en train de se battre entre eux depuis plus de 60 ans. La France est divisée en deux. Toute la partie nord du royaume est déjà aux mains des Anglais. La ville de Paris est aux mains des Anglais et surtout le roi de France, Charles VI, s'est fait prisonnier par les Anglais à Paris. Le fait que j'entre dans la bataille côté anglais, vous imaginez que cela va faire pencher la balance côté alliance bourguigno-anglaise. Et c'est là où va être signé le pire traité de toute votre histoire. Nous sommes en 1420 dans la ville de Troyes, et par ce traité, notre prisonnier, le roi de France Charles VI, stipule qu'il déshérite son fils au profit du fils du roi d'Angleterre. Cela signifie donc qu'une fois que le roi de France sera mort, la France va littéralement être rayée de la carte et devenir une partie du royaume d'Angleterre. Bon, vous êtes mal en point, je ne sais pas comment vous le sentez, mais à vrai dire, à ce moment-là, il y a peu de chances que quelqu'un vienne vous sauver, étant donné que Chuck Norris n'était pas encore né. Bon, c'est ainsi qu'une sauveuse va arriver de nulle part. Vous l'avez bien sûr en tête, une certaine Jeanne d'Arc, une certaine Bussert. Exactement. Je ne reviens pas sur son épopée, cela serait trop long, mais rappelez-vous qu'elle a littéralement sauvé le royaume de France, car elle se rapproche du fils du roi, c'est-à-dire le dauphin, le futur Charles VII. Elle arrive du haut de sa quinzaine d'années en disant « Je suis envoyé par Dieu, je vais récupérer tes troupes, libérer la France, bouter les Anglais en dehors et te faire sacrer roi. » Bon, j'imagine que tout le monde aurait ouvert des yeux un petit peu ébahis à l'époque, et pourtant elle arrive à convaincre le dauphin Charles de lui laisser le commandement de son armée. Et ce qu'elle va annoncer, elle va finir par le réaliser. Elle libère Orléans du siège des Anglais. Elle traverse toutes les provinces qui sont au nom des Bourguignons et des Anglais pour aller à Reims et faire sacrer Charles, le nouveau roi de France, Charles VII. Elle marche ensuite sur Paris et se fera capturer. C'est moi qui vais la livrer aux Anglais, je n'en suis pas très fier, donc vous l'avez entendu, on passe à autre chose. Et Jeanne d'Arc a complètement renversé la vapeur. Les Anglais sont boutés en dehors de France. C'est là où je vais, comment dites-vous aujourd'hui, retourner ma veste. Voyant qu'elle a complètement renversé tout cela, je vais lâcher les Anglais et repasser côté français. C'est ainsi que je signe le traité d'Arras en 1435, et grâce à ce traité, je vais pouvoir récupérer une partie de la Lorraine, du Luxembourg, toutes les villes de la Somme, le Hainaut. Je négocie très bien de repasser côté français et le duché continue de s'agrandir. Lorsque je rends les pinceaux en 1467, c'est mon fils aîné qui va prendre la suite, Charles le Téméraire. C'est ainsi que se termine la grande histoire du duché de Bourgogne, puisque mon fils avait pour but non plus d'être duc, mais d'être roi, voire même empereur, et négocier avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique pour devenir son successeur. Malheureusement, à force de trop vouloir s'agrandir, il va se brûler les ailes. Une grande coalition sera menée contre lui entre les Alsaciens, les Lorrains et surtout ces maudits Suisses. Cela va donner 3 grandes batailles qui seront les 3 dernières défaites bourguignonnes. 2 batailles en Suisse, une à Grandson et une à Morat, par amour du goût. À Morat, vous l'avez? Et la dernière aura lieu à Nancy. Nous sommes le 5 janvier 1477 et sur les portes de la ville de Nancy, le duc va trouver la mort. On retrouvera son corps gisant au sol, complètement nu, une partie de son visage dévoré par les loups. C'est comme ça que se termine la grande épopée des ducs valois de Bourgogne, qui aura duré 113 ans et qui aura fait de ce duché le centre économique et politique de l'Europe. Voyez par vous-même, cela partait d'Amsterdam et descendait jusqu'à Mâcon, avec au milieu la Bourgogne telle qu'on l'entend aujourd'hui, la Franche-Comté, des droits de passage sur la Haute-Alsace, la Lorraine, le duché de Bar, les Ardennes, tout le Luxembourg, le Nord-Pas-de-Calais, puisque l'île est là, et vous voyez que Amiens est ici. Toute la Flandre, le Hainaut, Namur et Liège, c'est-à-dire la Belgique. Et enfin au nord, le Brabant, le Limbourg, la Hollande, la Zélande, la Frise, la Guelbe, Utrecht, c'est-à-dire les Pays-Bas. Et au milieu de toutes ces villes, telles que Bruges, Gand, Amsterdam, Bruxelles, Louvain, Lille, Arras, Luxembourg, la capitale de ce grand-duché n'était autre que Dijon. C'est la raison pour laquelle la ville s'est énormément enrichie au XIVe et au XVe siècle. Mais ne vous méprenez pas, Dijon n'était que la capitale politique. C'est là où l'on naissait, c'est là où l'on venait mourir. Je vais vous montrer ça à l'instant.
Mais la capitale économique était Bruges, était Gand également. Hein, ces deux villes-là qui se sont énormément développées au cours du XVe siècle. C'est d'ailleurs là-bas où on retrouvait les plus grands artistes de l'époque, notamment à la mienne d'époque, les Jan van Eyck, notamment Rogier van der Weyden, et tous mes amis, notamment le fameux Jeff de Bruges. Je l'avais en tête, il fallait qu'elle sorte. Allez, avançons. Regardez ces portraits. Mon grand-père, qui me fait penser un petit peu à Madame Doubtfire, ici sur ce portrait très coquet, n'est-ce pas? Mon père, Jean Sampeur, qui vous présente la petite bague, une bague ici qui est avec le rubis de Bourgogne, symbole de la force des ducs de Bourgogne. Et regardez, sa main est proche de la fleur de lys. Il a voulu montrer qu'il était proche des rois de France. Seulement, sa main est sur la fleur de lys. Il a surtout voulu montrer qu'il a voulu prendre le pouvoir à un moment. Moi-même, désormais, qui ne suis plus de profil, mais de trois quarts, car les techniques de peinture picturale ont évolué à cette période. On retrouve la petite bague, le collier de la Toison d'Or que j'ai enfin fondé. Ma troisième femme, Isabelle de Portugal, avec qui nous aurons ensemble une relation vraiment d'amour, et avec qui nous aurons Mireille Mathieu. Voilà, Charles le Téméraire, qui va malheureusement mener le duché à sa perte, à trop guerroyer. Allez, filons vers... Quatre ducs. Prenons à l'envers. Charles le Téméraire, mon fils, est mort à Nancy, mais les Lorrains n'ont jamais voulu le rendre aux Bourguignons. Ce sont les Habsbourg qui le déplaceront par la suite de Nancy à Bruges, où il repose aujourd'hui avec ma petite fille Marie de Bourgogne. Quant à moi, mon grand-père, mon père, ma mère, nos corps ont été rapatriés jusqu'à Dijon, dans la Chartreuse de Champmol, cette nécropole que je vous ai évoquée tout à l'heure. Mais nous n'avons pas eu le temps de faire les tombeaux de tout le monde, puisque pour le tombeau de mon grand-père, il a fallu presque une vingtaine d'années à Klaus Luther pour l'imaginer. Celui de mes parents, il a fallu recruter quelqu'un d'aussi doué que Klaus Luther. Lorsque mon père est mort en 1419, rapidement, nous avons décidé de recruter Antoine Le Moiturier puis Jean de la Huerta pour réaliser le tombeau. Ils mettront 51 ans pour le terminer, jusqu'en 1470. Cela signifie que je suis déjà mort officiellement depuis 3 ans. Il faut de nouveau recruter quelqu'un pour 7 ans plus tard. Ainsi que j'ai été mis comme ça dans un sacré aujourd'hui, mais en attendant, il faut préciser que mon grand-père, lui, seul, comme vous voyez, il n'y a pas de grand-mère, a préféré être à Lille, là où la Flandre était basée, capitale de la Flandre au cours du XIVe siècle. C'est ainsi qu'elle repose en l'église de la Madeleine à Lille. Pour être plus précis sur ces tombeaux, approchez-vous de celui-là. Nous allons rapidement le regarder pour que vous puissiez comprendre en quoi il est exceptionnel. Vous avez devant vous une pièce qui date de la fin du XIVe siècle. Tout d'abord, le gisant de mon grand-père est en marbre, comme vous pouvez le voir dessus. Des anges derrière lui ôtent le casque, comme s'il voulait signifier là où tu pars, tu n'as plus besoin de te battre. Là où tu vas, la paix va régner. Mais il a les mains jointes et les yeux ouverts. Il veut signifier, à dire par là, qu'il n'a pas peur d'affronter le regard de Dieu et ce pour l'éternité, car il a une vie assez pieuse, assez juste pour l'affronter. Certains aiment à dire qu'il est en train de regarder son âme qui s'élève vers les cieux, avec ses yeux ouverts. Mais ce qui a probablement le plus de valeur, en dessous de la plaque en marbre noir de Dinan, vous allez retrouver ce cortège de pleurants en albâtre, juste ici. 41 en tout qui sont là pour mettre en avant le deuil de la mort du duc. Chacun d'entre eux, chacun d'entre eux porte un sentiment, une expression différente. Regardez les détails dans chacun d'entre eux, les veines sur les mains, les rides également, les moments où ils sont pensifs, les capuches, les barbes. Regardez également les chapelets, les ceintures, les chausses, tous ces détails qui font la valeur de ces objets. Il se trouve que sur les 82 qui composaient les deux tombeaux, 12 avaient disparu après la Révolution française. 5 sont réapparus au fur et à mesure des siècles. 4 se trouvent aujourd'hui dans un musée privé à Cleveland, aux États-Unis, et
3, on va jamais disparu. 2 enfants de cœur. Et un aumônier pour le donc fouillez dans vos greniers, si vous ne trouvez personne, vous renvoyez. Car il y a une histoire assez intéressante. Venez voir celui de le pleurant numéro 17. Venez voir celui-ci. Il a une histoire plutôt rocambolesque. Déjà dans sa position, c'est celui qui est juste devant vous qui se pince le nez ainsi. On aurait presque l'impression qu'il vous dit « Mon Dieu, ça puire hein, n'est-ce pas ?» Mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas en train de se boucher le nez pour ne pas sentir. Il est en train de se bloquer le canal lacrymal pour être sûr que les larmes ne lui viennent pas aux yeux. À vrai dire, tout le monde appelle ces sculptures, des pleurants. Nous devrions dire des deuillants. Au Moyen-Âge, on ne pleure pas pendant les cérémonies religieuses, hein, car il s'agit simplement du passage de la vie terrestre à la vie céleste, qui est censée être encore meilleure derrière. C'est pourquoi les pleurants font plutôt référence à l'Antiquité, les pleureuses grecques qui étaient là pour pleurer et en faire beaucoup trop pendant les cérémonies mortuaires, alors qu'au Moyen-Âge, on porte simplement le deuil. C'est ce que vous montre ce personnage. Il ne veut pas pleurer, il veut simplement se boucher le canal lacrymal. Mais je vous disais qu'il avait une histoire rocambolesque, car au cours de la Révolution française, après les pillages révolutionnaires, il a disparu. Il se trouve que c'est simplement dans les années 2010 qu'il va faire sa réapparition. Il est passé de main en main dans les mains d'une famille qui se transmettra de génération en génération jusqu'à ce qu'un héritier décide de le mettre sur le marché de l'art, une somme assez faramineuse. Et en l'examinant, on se rend compte qu'il s'agit de l'original. Nous avions fait une copie en attendant, puisque nous avions les croquis de Klaus Luther, donc nous avions fait la copie. Bien entendu, il a fallu que le monde de l'art s'en mêle. On ne pouvait pas simplement le vendre, il s'agissait d'une saisie révolutionnaire et donc il appartenait à l'État plus qu'à une famille privée. Et c'est ainsi que le Conseil d'État a dû s'en mêler et obliger la famille à le rendre au musée des Beaux-Arts. Et jusqu'au mois de juillet de l'année dernière, vous aviez dans une vitrine, d'ailleurs on voit encore la marque sur le mur de cette vitrine qui était plaquée ici, il était revenu au musée des Beaux-Arts, cet original, mis dans une vitrine. La copie était restée là et au mois de juillet, la vitrine a été enlevée. Il a enfin retrouvé sa place d'origine. Une histoire assez étonnante pour ces pleurants, n'est-ce pas? Du moins ces deuillants. Et comme vous le voyez, il circule autour d'arcades de manière infinie pour pouvoir pleurer le duc dans sa vie éternelle. Il se trouve qu'on appelle à tort ces magnifiques œuvres des tombeaux. Il ne s'agit pas d'un tombeau. La définition même d'un tombeau est qu'il y a un corps à l'intérieur. Il n'y a jamais eu de corps, même au moment où ils ont été créés. Il s'agit de cénotaphes. Imaginez ça plutôt comme une pierre tombale. C'est dans la crypte que se trouvaient les cercueils avec les corps de la famille ducale. Mais ces magnifiques cénotaphes étaient posés dans le cœur de l'église des Chartreux qui a aujourd'hui malheureusement disparu. De cette ancienne nécropole des Ducs ne nous reste plus que le portail de l'église et le fameux puits de Moïse.
d'avoir le palais des États. En fait, c'était une cour qui collectait les impôts au nom du roi de France depuis le XIIIe siècle. Et après, ils les redispatchaient sur l'éducation, les ponts et chaussées, l'agriculture. Et en fait, au XVIIe, Louis XIV s'est dit, au lieu qu'ils soient volants, ces États de Bourgogne, on va leur construire un palais dans la ville qui reste quand même la ville principale de la région. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire là, le palais. Et donc ça a attiré beaucoup de nobles d'Europe qui ont fait construire leurs hôtels particuliers pas très loin du lieu où ils travaillaient. C'est pour ça que vous avez des hôtels comme celui-ci. Là, on est pareil, 17e, il a été après revu au 18e, 19e, mais pour le coup, grosse partie 17e ici. Et là, on est dans la cour d'honneur qui était censée être le jardin à la base, mais ils n'ont pas pu racheter de l'autre côté et faire leur grande cour d'honneur. Donc c'est le jardin cour d'honneur, quoi. Voilà. Parce que ça te force à adopter un